peut dire? Eh bien, c'est que si on retourne depuis la fameuse crise du Covid en 2020, eh bien, entre 2020 et 2025, si l'on regarde les divers actifs, eh bien, on voit qu'ils ont tous brillé dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau des Dow Jones, qui ont fait entre 2020 et 2025 plus 200%. Si on prend le pétrole, eh bien, il était à 29 pendant le Covid et maintenant, il est à 65 et il a même monté plus haut. Il y a le côté obligataire qui a été un peu plus à la traîne et qui, lui, a baissé. Mais en dehors de ça, si nous prenons la valeur de l'or, eh bien, l'or était pendant le Covid à 282 $ l'once et actuellement, eh bien, on est passé les 4000, on tourne vers les 4300 $ l'once, c'est-à-dire plus 1430%. C'est 4 fois la valeur des actions. Et donc, celui qui a investi à partir de la période Covid en or, eh bien, il a déjà bien fait les choses. En 1999, eh bien, les actions américaines étaient très, très chères. On battait des sommets. Et à ce moment-là, eh bien, beaucoup ont préféré prendre leurs bénéfices et tout avoir en cash pour réinvestir. Et je vais dire que beaucoup d'entre eux ont réinvesti à cette époque-là en or et ils ont tout à fait bien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bonne opération s'ils les ont toujours actuellement. Et deuxièmement, eh bien, ils ont protégé leur capital parce que ça en est suivi quelques années plus tard, si vous vous souvenez, pas besoin de faire de dessin, en 2008, les subprimes, et donc ceux qui étaient sortis bien avant et avaient réinvesti en or, eh bien, ont fait une bonne opération. Et s'ils étaient encore avec cet or-là au moment du Covid, eh bien, ils ont fait une double opération bénéficiaire. Alors, ben, comme chaque année, Pierre Béchat fait une conférence de fin d'année. Et cette année, je me suis plutôt intéressée à un Américain qui est James Richards, qui est aussi un passionné d'or, comme Pierre Béchat aussi, mais pas de la même façon. Et pour James Richards, eh bien, je vous en ai déjà parlé par le passé, pardon. Et à l'époque, je vous avais dit qu'il préconisait de mettre dans son portefeuille 10 à 15% de son patrimoine en or et pas plus. Et Pierre Béchat, lui, est même aux environs de 10%. Et j'avais envie de refaire un peu le tout pour voir eh bien, si tout le monde était toujours du même avis et si ça n'avait pas été modifié au cours des derniers événements de cette année. Eh bien non, ils restent tous les deux sur leur position de entre 10 et 15%. Pourtant, Monsieur Richard, qui est un grand spécialiste de l'or, qui a été aussi auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet et même sur de nombreuses crises économiques, eh bien, parle qu'il y a très certainement un pic de l'or. On ne sait pas encore quand, c'est ça la question fatidique, c'est quand est-ce qu'il va avoir lieu, mais on sait que le pic gold aura lieu un jour ou l'autre, et donc qu'il faut prévoir le coup si l'on veut être dans le train en marche. Alors, Pierre Béchat ne contredit pas ce que James Richard dit. Il est également persuadé, comme quasiment tout le monde actuellement, que l'or va faire un pic lors de les prochaines années, on va dire dans le futur. Mais, me direz-vous, mais si ils sont si persuadés de ça, qu'il lui va y avoir un record battu de l'or et qu'il va avoir le pic gold, alors pourquoi ne propose-t-il pas d'investir tous ses avoirs dans l'or, puisqu'on est sûr que ce pic va avoir lieu à un moment ou à un autre? Alors, pourquoi ne pas investir la totalité, ou même plus, pourquoi pas 50%? Eh bien, les raisons invoquées sont les suivantes. C'est la première, on va dire, on pourrait tout simplement se tromper, que le pic de l'or n'ait jamais lieu. Maintenant, me direz-vous, même si on ne croit pas au pic de l'or exponentiel, déjà avec ce qu'on a gagné maintenant, c'est déjà pas mal. Donc, on pourrait investir plus. De toute façon, le pic, il est déjà atteint, puisqu'on atteint des sommets qu'on n'a jamais atteints. Deuxièmement, eh bien, le cours de l'or peut ne pas toujours être rectiligne, faire des hauts et des bas. Mais si on n'investit pas la totalité ou la moitié de ses avoirs en or, eh bien, si l'or venait à baisser, eh bien, vos autres actifs
viendront compenser la perte de l'or. Et si l'or cartonne, eh bien, ça ne sera finalement qu'un bénéfice supplémentaire. Et par conséquent, on peut soit gagner ou soit perdre, mais sans perdre de trop. Et donc, c'est un peu la situation de quelqu'un, d'un bon père de famille qui ne veut pas trop perdre et qui veut gagner quand il y a moyen de gagner. La troisième raison qui est invoquée, c'est celle la moins plausible, mais rien n'est jamais impossible en bourse, c'est que l'or s'effondre et descend en dessous de 1000 $ l'once. Ça a déjà arrivé, ça pourrait arriver, bien que personne n'y croit, mais rien n'est impossible de nos jours. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ne pourrait avoir lieu qu'à cause d'une déflation. Et si une déflation il devait y avoir, eh bien, les autres actifs seraient aussi frappés par cette déflation et l'or s'en sortirait encore beaucoup mieux que les autres actifs, comme par exemple les actions, qui dans ce cas-là, eh bien, eux perdraient quasiment 60% de leur valeur et l'or, même s'il s'effondrait, eh bien, serait toujours une valeur refuge qui surperformerait par rapport aux autres actifs communément investis par les nombreux épargnants. Quatrième raison à retenir, eh bien, c'est la diversification. Pierre Béchat et James Richard proposent depuis toujours d'avoir un portefeuille diversifié et d'avoir pas tous les œufs dans le même panier. Ils veulent que l'on diversifie, c'est-à-dire avoir des actions, avoir des obligations, avoir du cash, avoir de l'or, avoir d'autres actifs physiques si vous avez la possibilité d'en avoir des devises et aussi de pouvoir diversifier à l'intérieur de chaque type d'actifs que je viens de vous proposer, par exemple les actions, suivant le secteur, suivant le pays, suivant la devise et même suivant le continent. Et donc, pour pouvoir jouer ce rôle de diversification, il ne faut pas mettre tout dans l'or, ou bien sinon vous ne serez pas diversifié, sauf si vous êtes milliardaire. Et alors, tant mieux pour vous. Et enfin, cinquièmement, eh bien, si l'actif de l'or monte, eh bien, vous pouvez être sûr que les autres actifs font également de même. Et donc, pourquoi pas diversifier pour avoir plus de sécurité, puisque de toute façon, quand l'or monte, le reste monte, peut-être pas en même proportion, mais ça monte également. Et il y a aussi d'autres matières premières qui suivent l'or, comme par exemple l'argent, le platine, et qui, si vous avez diversifié, eh bien, si l'or monte, eh bien, le restant va suivre. Pourquoi est-ce qu'ils sont persuadés et quelles sont les raisons qui leur poussent à croire qu'il va avoir un pic gold, le pic de l'or, dans le futur? Qu'est-ce qui les pousse à croire à ce fameux pic et en être si certain? Eh bien, si on fait un retour un peu dans l'histoire, c'est le jour des retours dans l'histoire, eh bien, on se souvient qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années, dans les années 1970, eh bien, l'étalon d'or a été complètement aboli, supprimé. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque la transition monétaire, qui a été vraiment une transition monétaire historique. Ça a été vraiment le boomerang à l'époque. Et bien, pour eux, eh bien, il va y avoir un même phénomène qui va se reproduire d'ici peu, on ne sait pas quand, mais ça va se produire. Et c'est aussi basé sur la transition monétaire. Et ça, personne n'en parle. Comme vous l'avez remarqué, et ça, ce n'est pas un scoop, on le sent tous, même les non-initiés en bourse ou en investissement, on sent que derrière les politiques des États, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. On parle des BlackRock, du sommet de Davos, mais tout le monde a l'air un peu dans le flou et personne ne sait réellement ce qui s'y passe. On dit oui, c'est des gens qui tirent les ficelles, même pourquoi est-ce qu'ils tirent les ficelles et qu'est-ce qu'ils veulent et quel est leur objectif. On a l'impression que c'est quelque chose d'imperceptible. On le sent, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que depuis 2016, il y a des élites financières, c'est comme ça qu'on les appelle, qui se réunissent entre eux. Et il y en a deux particulièrement qui sortent du lot. Et on peut citer Madame Lagarde, qui dirige le FMI, et Janet Yellen, qui, elle, est responsable fédérale de la Réserve américaine. On peut aussi citer Mark Carney,
qui est aussi un représentant de la banque anglaise. À cela, eh bien, dans ce genre de groupe occulte, dirons-nous comme ça, eh bien, on y retrouve aussi de nombreux ministres des Finances, comme le ministre des Finances belge, également français, etc. Et aussi des pointures universitaires qui viennent principalement de l'université de Harvard. Et donc, on peut dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, ce fameux groupement représente un socle d'à peu près 200 personnes, dont 10 sont vraiment les points principaux de ce fameux groupe. Alors, on parle souvent que ça a l'air d'être secret, que ce sont des plans secrets et qu'on n'y a pas accès et qu'on ne sait pas ce qui s'y passe et ce qu'on y discute et ce qu'on y fait et ce qu'ils ont envie de faire. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas du tout secret comme on le pense. On peut facilement voir quand ils se rencontrent. Ce sont des gens qui ne se rencontrent pas par Facebook ni par télévisio comme nous avons l'habitude de le faire, mais ils ont l'habitude de se réunir en tête-à-tête, souvent par groupe de 2 et de manière assez régulière et suivant des agendas précis. Ils peuvent d'ailleurs, à titre d'exemple, se réunir au FMI, qui a lieu de manière régulière 2 fois par an, aussi parler du G20 1 fois par an, le forum de Davos, et aussi, et c'est là en général que les décisions sont prises, c'est lorsqu'il y a des dîners privés, des rencontres privées, et bien c'est en général là que les fameuses décisions sont prises et mises en application. Alors, ce qui est mis en application et ce qui est décidé dans ces groupes, est-ce que c'est ouvert au public ou est-ce qu'on n'y a pas accès et c'est un secret de polichinelle? Ce n'est absolument pas un secret de polichinelle. Vous pouvez tout simplement aller lire les décisions qui sont prises au FMI. C'est tout à fait accessible et ouvert à tout le monde. Maintenant, c'est ouvert d'une certaine manière, puisqu'il faut vraiment être un initié et avoir des connaissances au niveau financier, économique, etc., et presque avoir un diplôme universitaire pour comprendre leurs documents qui sont en fait très techniques, très obscurs, et donc pas facile du tout pour le commun des mortels d'y comprendre quelque chose. C'est peut-être une volonté de ne pas laisser l'accès à n'importe qui et finalement que personne n'y comprenne rien. C'est peut-être volontaire hein, d'ailleurs, mais la raison en est qu'il ne cache rien du tout. C'est ouvert à tout le monde, mais c'est exprimé d'une manière telle que il faut quand même avoir une certaine expérience pour pouvoir comprendre et avoir les bouts et les aboutissements de ce type de documents et pouvoir en tirer une ligne de conduite et savoir ce qu'il en est raconté. Et donc, c'est quand même une certaine façon de rester dans le flou et de ne pas être accessible et compréhensible pour la majorité des gens, il faut bien le reconnaître. Et donc, il joue un peu sur les mots en disant que c'est ouvert à tout le monde, parce que finalement, c'est pas du tout ouvert à tout le monde. Il faut vraiment s'y connaître pour comprendre ce qui y est transcrit. Alors, quel est l'objectif de ces fameux leaders financiers? Eh bien, leur objectif, eh bien, comme vous l'avez compris, et ça, il ne faut pas être universitaire pour le comprendre, ben, tous nos États sont endettés, voire surendettés, surendettés. On a trop de dettes souveraines, et cela, tout le monde l'a compris depuis longtemps. Et pour se sortir de ce problème-là, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Pour que le système fonctionne, il faut absolument que quand il y a trop de dettes souveraines, eh bien qu'il y ait de la croissance. Alors de la croissance, il y en a eu pendant de très nombreuses années. Les Chinois, par exemple, tournent toujours environ de 4-5%, même s'ils peuvent tromper les chiffres. Mais bon, tous les pays trompent de toute façon, donc on va dire 5% comme il le dit. Et chez nous, ben, on frôle les 0,1%. Ce qui veut dire qu'on en est arrivé à un point où tout ce que l'on récupère encore comme argent, eh bien, tout ce qu'on récupère, c'est tout juste pour payer les intérêts de la dette qui sont très chers, mais on ne parvient plus à aller rembourser le capital tellement la croissance est devenue réduite et nous sommes sur une, vraiment comme un funambule sur un fil. On ne sait pas trop bien si on va tomber à gauche ou à droite, ni quand ça va arriver. Ce qui veut dire que finalement, ben, on emprunte beaucoup et on gaspille
énormément en plus et donc tout cela ne va pas dans un sens favorable à ce que le système soit pérenne pour les prochaines années. Alors, quelle est la solution? Ben, la solution, je vous l'ai dite. Dans une telle situation, la seule solution pour s'en sortir, c'est la croissance. Or, ben, de la croissance, ben, c'est pas ce qui se passe pour le moment dans le monde, c'est plutôt l'inverse, et on va plutôt à contresens. Et ce qui s'annonce encore, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, en Belgique, c'est le cas, il y a énormément de faillites. Il faut savoir qu'en Belgique, 90% du système économique fonctionne grâce à des PME, et que ben, les PME, eh bien, elles sont de plus en plus enclines, surtout pour 2026, à licencier du personnel. Et beaucoup ont l'intention d'arrêter parce que si vous êtes français, vous ne le savez peut-être pas, mais on est en train de changer tout le système fiscal, tout le système de facturation, c'est un peu partout dans le monde également, avec des e-facturations. Et beaucoup de petits commerçants qui continuaient à faire ça après et qui sont âgés de 60-70 ans, ben, se mettent à l'informatique, c'est hors de question. Ça devient compliqué. Les jeunes, ben, ils se sentent un peu fliqués et se sentent un peu contraints et se rendent compte ben, que le noir, ça va plus être trop possible de le faire. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de PME qui quittent et donc la croissance va s'effondrer. Et il faut savoir que l'endroit où on engage le plus, eh bien, ce sont dans les PME. Et les PME, ben, elles vont boire le bouillon en 2026, y compris en Belgique, où en plus la TVA va augmenter dans le secteur culturel et sportif. Et tout cela ne va pas arranger le système. Et donc, ben, il faut qu'ils essayent de pallier à cette croissance qui semble un peu malade de ces moments-ci. Et donc, quelles sont les autres solutions que ce groupe d'élite nous propose pour s'en sortir? Et donc, ben, s'il n'y a pas de croissance, il faut trouver une autre solution. Et les autres solutions qui existent, ben, la première pour les États, et c'est la plus simple à dire, ben, c'est de faire défaut et de dire qu'on ne sait pas rembourser la dette et de se mettre en faillite. Ben, ça, c'est ce qui entraînerait le chaos et ça, c'est la solution que personne ne veut. Et donc, la deuxième solution, eh bien, c'est le fameux grand plan, hein, ce qu'on appelle le reset. Et cela, eh bien, la première carte que l'on peut tirer en dehors de ça, eh bien, c'est l'inflation. L'inflation, ce n'est pas quelque chose d'artificiel et quelque chose qui vient comme ça dans l'imprévu. C'est quelque chose qui est créé de toutes pièces par la politique monétaire. C'est ce qu'on appelle de la guidance politique et ça, c'est le résultat d'une politique monétaire. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, comme on pourrait le croire, que c'est un événement économique extérieur et que personne n'a aucune prise dessus. C'est tout à fait quelque chose qui est créé par les États et par les humains eux-mêmes. L'inflation n'existe pas en tant que telle. Alors, en ce qui concerne l'inflation, on peut dire qu'on a une solution qui est de créer des taux d'intérêt négatifs. Alors, on a eu le cas hein, à une époque où on avait des taux à zéro ou même des taux négatifs. Et le but, c'était que finalement, ben, les épargnants ne laissent plus leur argent en banque, mais de les pousser à consommer et ainsi à faire repartir la croissance et ainsi favoriser le système, comme je viens de vous le dire, puisqu'il faut de la croissance pour qu'on parvienne à réguler cette fameuse dette souveraine. Or, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, c'est qu'en général, quand on fait des taux d'intérêt négatifs, ben, les gens, ils se disent c'est qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se trame, et on a tout à fait raison. Eh bien, au lieu de dépenser comme on les pousserait à le faire, eh bien, au lieu de ça, eh bien, ils mettent encore plus d'argent de côté, il faut encore plus de réserves. Alors que le but de l'opération, c'est de pousser les gens à consommer pour relancer l'économie. Et donc, utiliser des taux négatifs, eh bien, c'est contre-productif. Alors, il y a une autre méthode qui est la méthode proposée par Milton Friedman, qui est l'Elephant Money, et qui est de distribuer de l'argent hein, pour essayer que les gens ayant plus d'argent à disposition, eh bien, soient enclins à plus dépenser. Or, ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a des gens qui vont se dire, ben, j'ai plus d'argent, ben, je vais le mettre de côté, c'est tout pour les coups durs, et ce n'est pas toujours non plus la solution la plus efficace. Alors, eh bien, il y a l'impression des SPR, c'est-à-dire des droits de tirage spéciaux, les DTS du FMI, et qui peuvent être aussi régulés par la BCE, la FED,
et toutes ces autorités mondiales et internationales. Et là, ben, vous connaissez, c'est l'imprimage qui commence à se faire à grande envergure. Et enfin, la dernière solution qui est celle qui arrive à ce que je vous parlais au départ de la transition monétaire, et c'est celle vers laquelle, eh bien, en tout cas, M. Béchat et Richard sont convaincus qu'il va se produire, eh bien, c'est augmenter le cours de l'or. La BCE pourrait dire un jour ou l'autre que l'or vaut 5 000 $ l'once et impose un chiffre précis. Et tout cela, pourquoi? Eh bien, pour influencer à vendre l'or pour que les États puissent alors les racheter. Évidemment, si ce tel système apparaissait au niveau de l'or, il faut bien s'imaginer que ça se produirait aussi pour les autres matières premières, comme le pétrole, le cuivre, le blé et le coton. Dans ce cas-là, eh bien, tout augmenterait de valeur en une seule fois. Et en faisant ça, c'est une sorte d'inflation déguisée qui se reprofilerait et qui serait de nouveau créée. Évidemment, ceux qui possèdent de l'or verraient leur or aussi augmenter. Et donc, voilà. L'or va donc, dans ce cas-là, eh bien, augmenter, puisque nous sommes dans un système d'inflation créé d'une autre façon, mais évidemment, on aurait quand même de l'inflation. Ça toucherait l'ensemble des matières premières. Et finalement, eh bien, on peut se dire que quel que soit la carte qui sera tirée pour essayer de s'en sortir et essayer d'éponger la dette souveraine, eh bien, le résultat, c'est qu'on a toujours un système, une solution qui est inflationniste. Et comme vous le savez, eh bien, le système inflationniste, eh bien, est toujours favorable à l'or et aux matières premières en général. Et donc, eh bien, si vous investissez dans ces matières-là, eh bien, vous serez gagnant. La solution est donc inflationniste. Et moi, j'ajouterais également que ça se pourrait bien que ça aille dans cette direction-là, pour la bonne et unique raison, et je pense que je vais en parler, si pas dans cette vidéo, mais dans une autre, c'est qu'en Belgique, on est en train d'augmenter la TVA encore. Et en plus de ça, donc ce qui veut dire que si on augmente la TVA, eh bien les rentrées à l'État vont être plus importantes, parce qu'en plus, les prix sont en inflation, sont plus hauts qu'avant, donc la TVA augmente aussi, donc vous êtes doublement taxé, donc ça augmente doublement, et l'État récupère finalement de la TVA sur un produit qui a été inflationné, je ne sais pas si ça se dit, qui a été augmenté. Et donc pour lui, il double sa TVA sur un produit qui est déjà très largement plus cher qui est en 2020. Et donc c'est doublement rentabilisé pour l'État, vous l'avez compris. Et en Belgique, eh bien, on va actuellement imposer les épargnants sur une plus-value qui est de 10%. Et donc, ça veut dire que si on en arrive, et ça touche principalement l'or, les cryptos, etc., j'en parlerai plus tard, et donc, ce qui revient à dire dans mon raisonnement, c'est qu'on va vers ça. Parce que si on augmentait réellement le prix de l'or, vous pensez bien qu'il y aurait une fameuse rentabilité, une augmentation des gens qui ont acheté de l'or. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on calcule la proportion entre les deux, etc. On y reviendra après. Mais imaginez que vous avez acheté de l'or ici à 4 000 et qu'on vous dise dans un mois ou deux, l'or c'est 15 000 €. Il a fait x2, alors on va prendre 5 000 et il fait 10 000, on multiplie par 2. Et vous avez une taxe de plus-value qui est de 10%. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Mais c'est encore une rentrée pour l'État. Et vous allez avoir le même sur des actions. Et donc, ça corroborerait ce que je suis en train de vous dire. Et finalement, ça m'a fait tilt aussi que finalement, ça pourrait aller vers ça, une augmentation de tout ce qui est actif, qui performe de plus et que l'État essaye de voir un bénéfice là-dessus. Bon, mais à mon sens, cette idée qui est évoquée me semble tout à fait plausible. En tout cas, c'est mon avis personnel. Alors, pour en arriver à un autre sujet qui est également à la mode et qu'on entend très largement pour le moment, c'est la monnaie digitale qui viendrait remplacer le cash.
Alors, ça, le but, eh bien, c'est de provoquer une inflation mondiale, une monnaie mondiale et évidemment une fiscalité mondiale. Ça va de pair. Alors, qui est-ce qui s'occuperait de ce genre d'activité? Eh bien, ce serait la BCM et qui émettrait de l'argent mondial. Je ne sais pas le nom qu'ils donneront à cet argent-là. Et du coup, ben, résultat de ça, eh bien, le dollar et l'euro, eh bien, dévalueraient. Et donc, eh bien, les DTS repartiraient avec une nouvelle monnaie pour pourrait de nouveau repartir sur un nouvel épisode à la mode. Et donc, c'est aussi à tenir compte. Et la question qu'on se pose, pourquoi prendre de l'or? Eh bien, pour Pierre Béchat et Monsieur James Richard, eh bien, ils disent de conserver toujours 10% de votre patrimoine en totalité, c'est-à-dire vous devez compter également votre immeuble, etc., tout ce que vous avez, y compris bijoux, art, tout ce que vous possédez, et de garder un minimum de liquidité avec vous, pas en banque, pour en avoir disponible, évidemment pour les coups durs, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la fois passée, mais également pour pouvoir acheter de l'or, de l'argent, etc. Au moment où il y a une petite fluctuation à la baisse, pourquoi pas, et pouvoir réinvestir et être prêt à réinvestir là-dedans ou dans un autre actif qui serait favorable au moment où vous avez des disponibilités possibles en liquidité. Il parle aussi de tenir compte aussi à l'œil des ressources naturelles. Ça aura aussi son influence et ça sera aussi de bons investissements. Donc, investir dans l'eau, dans le gaz, dans le pétrole, dans le coton, dans le café, dans tout ce que vous voulez, à titre action, mais pourquoi pas aussi à titre physique, pourquoi pas entreposer et pouvoir un jour le revendre. On espère qu'on ne devra jamais en arriver là, mais c'est-on jamais, hein? Voilà. Et aussi investir dans des biens durables, c'est aussi une alternative qui est proposée. Et donc, en résumé, eh bien, l'or n'est pas là pour faire la guerre et s'opposer au système et faire la révolution, mais l'or est là pas pour s'enrichir, mais pour protéger notre patrimoine. En tout cas, c'est la philosophie de Béchat et sa manière de voir les choses. J'espère avoir été clair, vous avoir donné un petit aperçu de quelque chose qu'on ne parle pas souvent, que je ne connaissais pas aussi, qui me semblait très lugubre. Et donc, j'ai pu aussi découvrir comme vous ce côté pile de quelque chose que l'on parle beaucoup, que tout le monde parle, oui, le grand reset, etc., comme quelque chose d'inaccessible, qui est un secret de polichinelle, et au final, qui n'est pas si secret de polichinelle, il suffit juste d'être un peu pertinent, d'aller lire, de prendre son temps, de connaître l'anglais, parce qu'à mon avis, c'est inscrit en anglais, mais en tout cas, ce n'est pas si obscur que ça, même si c'est très technique. Voilà. En tout cas, on sait maintenant l'objectif, ce qu'ils veulent, où on va, et j'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous permettre de mieux gérer vos avoirs et de prendre votre choix sur le type d'investissement que vous voulez faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne année, puisqu'aujourd'hui, on est le 1er, et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.